Rendez-vous les 2 et 3 novembre au Centre des Congrès de Grenoble pour le 6e Congrès Innovation en éducation. Un magnifique événement qui va regrouper plus de 700 personnes de la France entière, tous passionnés par l'éducation. Si vous souhaitez nous rejoindre et prendre votre billet, allez sur le site Congrès Innovation en éducation que vous trouverez facilement sur un moteur de recherche. Je vous dis à très vite les amis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Frédéric Lenoir. Frédéric est sociologue, écrivain, journaliste, conférencier, docteur de l'École des hautes études en sciences sociales et l'auteur d'une 50aine d'ouvrages. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Je vais quand même te laisser te présenter brièvement parce que j'imagine qu'il y a quand même parmi les 70 millions de personnes en France des gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Moi, je suis philosophe et sociologue de formation, écrivain. J'ai écrit donc pas mal de livres qui touchent à la fois à la spiritualité, à l'histoire des religions, à la philosophie. J'ai écrit des romans, j'ai fait des scénarios de bande dessinée. Donc, je suis quelqu'un qui aime transmettre. Voilà. J'aime transmettre des idées. J'aime transmettre de manière accessible, puisque mes études universitaires m'ont montré que les universitaires aiment écrire pour être lus par leurs pairs, mais que beaucoup de gens n'arrivent pas malheureusement à lire des ouvrages universitaires, ce qui fait que j'ai fait le choix à un moment donné de faire ce qu'on appelle de la vulgarisation, c'est-à-dire de rendre accessibles des idées compliquées. Et c'est donc pour ça que j'ai écrit beaucoup de livres. Et puis, à côté de ça, je m'intéresse beaucoup aux grands enjeux du monde contemporain, notamment l'écologie. Tu en as parlé par rapport à ce dernier livre avec Nicolas Hulot, mais j'ai fait plusieurs autres livres, notamment avec Hubert Reeves aussi sur ces questions-là. Et puis, je m'intéresse beaucoup à l'éducation. C'est l'objet de notre rencontre, de notre discussion, parce que je pense que si on veut améliorer ce monde, il faut s'y prendre très tôt. Et qu'il faut commencer dès le plus jeune âge à essayer d'éveiller les enfants à un sens des responsabilités et d'en faire effectivement des êtres humains le plus accompli possible, responsables, capables de faire face aux grands défis qui sont les nôtres aujourd'hui, qui vont être encore plus importants dans les décennies à venir. Évidemment, ouais. Tout part de l'éducation, on est bien d'accord. Et oui, tout part de l'éducation, tout part de la manière dont enfant, lorsqu'on est dans cette ouverture, dans cet émerveillement, cette découverte du monde, cette découverte de soi-même, on a une plasticité neuronale extraordinaire. On sait, les enfants apprennent tout. Je suis stupéfait de voir des enfants d'amis qui parlent 5 ou 6 langues à 4 ans, qui sont capables de faire plusieurs instruments de musique, alors que moi-même, j'ai un mal fou à maîtriser 2 langues, que j'ai voulu me mettre au piano à l'âge de 30 ans et j'ai lâché tellement c'était difficile le solfège. Et donc, finalement, les enfants sont capables d'intégrer un nombre incroyable d'informations. Et donc, c'est à cet âge où ils forment à la fois leur cerveau, leur pensée, leurs valeurs, qu'il est très important de pouvoir les accompagner pour essayer de les éduquer le mieux possible. Et le mieux possible, pour moi, c'est à la fois que les enfants soient eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils développent leur nature singulière, puisque je suis convaincu, à la suite d'Aristote, de Spinoza et de quelques autres, je sais que c'est un débat philosophique, nous avons tous une nature singulière, c'est-à-dire un tempérament, des potentialités qui sont pas les mêmes selon les individus. Et donc, ce qui est important, c'est de se connaître et développer sa nature singulière. Et puis, en même temps, nous avons tous à apprendre les fondements de la vie sociale. Et donc, il y a une dimension politique dans l'éducation, c'est d'aider l'enfant à devenir un citoyen respectueux, capable de vivre avec les autres et de respecter le monde dans lequel il est. Et donc, cette éducation au vivre ensemble, cette éducation au respect de la planète, d'autrui et de soi-même d'ailleurs aussi, tout ça, ça s'apprend. Et donc, on voit très bien les enfants qui n'ont pas été éduqués à ça, ils sont impolis, violents, caractériels. Et donc, on a absolument besoin d'accompagner les enfants dans leur croissance d'être, à titre de cet éveil personnel, donc découvrir leurs dons, ce pourquoi ils sont faits, comment ils peuvent s'épanouir, dans quelle activité artistique, créative, intellectuelle, d'ailleurs comment leur apprendre, puisque chaque enfant peut être très différent. Moi, je suis comme toi, j'étais dyslexique, j'ai eu plein de problèmes d'apprentissage parce que la méthode
avec laquelle on m'a enseigné ne me convenait pas du tout. Ouais. J'avais besoin d'être dans des choses concrètes, pratiques ou imaginatives, mais pas dans le scolaire classique. Donc j'ai beaucoup souffert et j'ai tenu jusqu'à la terminale parce que je voulais faire des études de philo. Et donc je me suis dit, bon, pour ça, faut le bac. Et donc j'ai survécu de classe en classe jusqu'à que je puisse avoir mon bac. Donc finalement, il est essentiel de développer les dons de chacun, mais il est essentiel effectivement d'avoir cette dimension politique pour au sens très large du terme, hein, la police, la cité, c'est-à-dire d'éduquer le citoyen et donc très jeune, d'aider les enfants à acquérir cette dimension que j'appelle fondamentalement de responsabilité, c'est-à-dire d'être quelqu'un de responsable, c'est-à-dire de tenir compte des enjeux du monde dans lequel il est, de l'environnement dans lequel il est, à la fois humain, sociétal et puis bien entendu environnemental au sens de la planète, et d'avoir le comportement, je dirais, qui soit le plus juste possible pour que cet environnement à la fois humain et de la nature puisse perdurer de manière le plus harmonieuse possible. Et donc, je crois que voilà, l'éducation a aussi cette mission. Oui, bien sûr. Tu as mené d'ailleurs, j'allais dire des expériences, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tu t'es rendu dans beaucoup d'écoles pour mener des ateliers philo et méditation. Oui, alors effectivement, au départ, tout est parti de la philosophie. Ça faisait 15 ans que je disais en conférence, on ne devrait pas commencer la philosophie en classe de terminale, et on devrait la commencer beaucoup plus jeune. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père passionné de philosophie qui m'a mis des livres de philo de Platon quand j'avais 13-14 ans dans les mains. Ça m'a passionné. Et puis, la philosophie, c'est pas uniquement l'histoire de la philosophie. La philosophie, c'est un questionnement. La philosophie, elle part finalement de l'émerveillement, comme nous disent Platon et Aristote, de l'étonnement. Pourquoi les choses sont comme ça? Et du coup, l'étonnement amène l'interrogation. Et l'interrogation amène la réflexion, le raisonnement. Et le raisonnement amène ensuite la discussion avec les autres, donc l'argumentation, etc. Donc, tout le processus de la philosophie, on voit qu'il commence à l'enfance, puisque les enfants s'étonnent, les enfants s'émerveillent, les enfants se questionnent. Et les enfants sont très vite capables de raisonner, d'argumenter. Et donc, n'attendons pas la classe de terminale pour philosopher. Même si on ne peut pas faire de l'histoire de la philosophie avec des enfants de 5 ou 6 ans, c'est vrai, ils ne comprendraient pas les mots, les concepts, mais on peut leur apprendre à philosopher, c'est-à-dire à penser par eux-mêmes. On sait très bien, il y a des philosophes comme Épicure ou Montaigne qui le disaient déjà, la philosophie doit commencer dès le plus jeune âge. Et donc, il est très important de pouvoir aider les enfants à développer cette intelligence, cette capacité de réflexion. On pourrait dire de manière plus générale cet esprit critique, c'est-à-dire ne pas prendre pour acquis tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on reçoit aussi dans l'éducation d'ailleurs, hein, que ce soit à travers sa famille ou l'école. Il y a aussi une réflexion personnelle à avoir, un discernement. Comme dit Montaigne, il faut aider les enfants à développer un jugement personnel. Et donc, tout ça a une grande importance si on veut en faire des citoyens responsables, ou en tout cas des êtres humains accomplis. Et donc, je dirais que la philosophie peut commencer très tôt. Et je ne savais pas que ça existait. C'est-à-dire que, en fait, il existe depuis plus de 40 ans, même 50 ans aujourd'hui, des ateliers de philosophie avec les enfants. C'est né aux États-Unis, ça s'est développé ensuite au Canada, c'est venu en Europe. Et donc, effectivement, j'ai fait un tour du monde de la francophonie. J'ai été dans beaucoup de pays francophones pour voir ces expériences et pour moi-même les pratiquer. Pendant un an, j'ai fait des ateliers de philosophie avec les enfants. Donc, je rappelle en 2 mots qu'un atelier de philosophie, c'est pas un cours de philosophie. L'animateur n'est pas là pour dire ce qu'il pense ou pour transmettre un savoir. Il est là pour faire circuler une parole dans un cadre précis. Donc, il faut définir un cadre. C'est un cadre finalement de non-jugement. On n'est pas là pour évaluer les élèves, on n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour se moquer d'eux. On est là pour écouter et accueillir ce qu'ils pensent. Et c'est un cadre dans lequel on fait circuler la parole de la manière la plus respectueuse possible. Et donc, il s'agit pour les enfants, encore une fois, de ne pas se moquer des autres, de ne pas se ridiculiser, mais d'essayer de débattre, de développer des arguments. Et donc, on les accompagne pour passer simplement du fait qu'ils émettent des opinions à développer un argument pour justifier sa pensée. Et puis, quand ils débattent, les enfants, ils opposent des arguments et ils s'aperçoivent que certains ont plus de poids que d'autres. Et c'est comme ça que la parole circulant,
les enfants développent eux-mêmes leur propre pensée et de là naît une intelligence collective. Et toute l'histoire de la philosophie, c'est l'intelligence collective. C'est Socrate qui dit quelque chose, c'est Platon qui en tire une conséquence, c'est Aristote qui critique Platon, etc. Et donc finalement, l'humanité a pensé de manière collective et ça, on peut le créer dans un microcosme qui s'appelle une classe dans lequel on fait un atelier philo. Et je me suis rendu compte en faisant ces ateliers philo que les enfants avaient beaucoup de mal à être présents. Ils sont distraits. Ils ont du mal à rentrer dans l'exercice parce que ils sont sans arrêt sollicités par leurs pensées, leurs émotions, etc. Donc, j'ai eu l'idée de faire précéder l'atelier de philosophie d'un temps de méditation dans lequel on aide les enfants pendant quelques minutes à se recentrer, à être présents, à être attentifs et à être présents à leur corps, à leurs sensations, à leur respiration. Donc, comme ça fait 35 ans que je fais de la méditation, j'ai appris chez les bouddhistes, mais après, j'ai un peu comme John Kabat-Zinn fait de plus en plus une méditation laïque, c'est-à-dire qui est tout simplement une pratique de l'attention. D'ailleurs, maintenant, on appelle ça, dans le cadre des formations SEV, dont on dira un mot tout à l'heure, j'appelle ça pratique de l'attention. Comme ça enlève toute ambiguïté sur le caractère religieux de la méditation. Donc, c'est une pratique de l'attention dans lequel les enfants apprennent à être présents. Et du coup, ce paradoxe assez étonnant, c'est que le fait de calmer leur pensée et leur mental les aide à penser mieux. Ils passent d'une pensée inchoative, qui passe sans queue ni tête, tiens, j'ai oublié de faire ça, tiens, j'ai ce problème, etc., à un silence intérieur qui leur permet ensuite de mieux raisonner. C'est-à-dire de mieux développer une pensée ciblée, centrée sur un objet précis. Et j'ai vu que ça marchait très très bien et que ça aidait les enfants à mieux philosopher. Et donc, d'ailleurs, on sait que dans les écoles de sagesse de l'Antiquité, notamment chez les stoïciens, ils faisaient ça, ils faisaient des pratiques de l'attention. Ils développaient des exercices que Pierre Hadot a redécouvert. Je renvoie à son livre sur les exercices spirituels de l'Antiquité, dans lequel il faisait des pratiques de méditation pour trouver le calme mental, afin d'être le plus disponible possible à la réflexion. Et donc, finalement, ces deux pratiques se lient très très bien. Et la pratique de la méditation peut ensuite évidemment être faite en dehors de l'atelier philo. Moi, j'ai posé la question à beaucoup d'enfants après une année d'atelier philo. Et je leur dis, qui d'entre vous continue de méditer chez lui à la maison? Et les 2 tiers des enfants le font. Et je leur demande pourquoi. Ils me disent, quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère ou à ma petite sœur, je vais dans ma chambre, je médite, je me calme, et après, j'ai plus envie de le faire. Donc, on voit qu'ils apprennent à gérer leurs émotions à travers cette pratique de la méditation, qui est un des objectifs aussi, évidemment, de la méditation. Donc voilà, pour aller très très vite, voilà comment, effectivement, à travers ces voyages, j'ai découvert ça. Et du coup, j'en ai fait un livre qui s'appelle Philosophie et méditer avec les enfants. Et après, j'ai eu envie de développer à plus grande échelle ces pratiques de l'attention et de la philosophie avec les enfants, d'où la création de l'association SEV, Savoir-être et Vivre Ensemble, et qui a permis de développer, de déployer à beaucoup plus grande échelle ces pratiques-là en formant des animateurs qui apprennent au cours d'un parcours de plusieurs week-ends comment accompagner les enfants, comment animer des ateliers de pratique de l'attention et de méditation et de philosophie. Alors, avant de développer la partie de l'association SEB, je sais que tu as fait un film aussi. Enfin, c'est pas toi qui l'as réalisé, mais le Cercle des petits philosophes, c'est une mise en image finalement des expériences que tu as menées, non? C'est ça? Oui. Alors, ça s'est fait dans un second temps. C'est-à-dire que effectivement, j'ai fait d'abord ce livre. Après, on a avec quelques amis fondé l'association SEV, et puis avec Martine Roussel-Adam, la fondation SEV, qui est effectivement plus générale et qui à la fois soutient l'association et en même temps soutient d'autres projets éducatifs et qui est consacré effectivement à l'éducation de manière très large. Et puis effectivement, il y a Cécile Dangean, une réalisatrice, qui a fait un film qui s'appelle Le Cercle des petits philosophes, qui a été diffusé sur France 2 et qui est sorti au cinéma d'ailleurs l'année dernière, je crois au printemps 2019, qui montre elle m'a suivi pendant une année scolaire avec 2 classes, dans plutôt des classes difficiles, c'est à Pantin et à Belleville, à Paris, en région parisienne, avec une population à majorité immigrée, des familles à problème. D'ailleurs, il y a des enfants qu'on voit dans le film qui ont été ensuite placés dans d'autres familles parce qu'ils avaient subi de la violence, etc. Donc, c'était vraiment des classes assez lourdes. Et là, on s'est attelé effectivement à faire ces ateliers et ça a donné naissance à ce film. Alors, je dirais que ce film, il est très intéressant
je dirais, comprendre ce qu'il y a dans la tête des enfants. Ouais. Puisque la réalisatrice, c'est ça qui était son projet, et elle l'a très bien fait. Elle a filmé à hauteur d'enfant, et on voit les enfants, à la fois dans la classe, dans la cour de récréation, qui rentrent chez eux, etc., et qui évoluent avec toutes ces réflexions liées aux ateliers philo, et c'est très intéressant. Maintenant, c'est pas un film, je dirais, exemplaire des ateliers de philosophie, puisque le montage n'a pas été fait pour mettre en continuité un atelier de philosophie avec tous les débats qu'il y a, etc. Elle a pris des morceaux, elle a pris des bribes, et du coup, je dirais que ce n'est pas un film pédagogique pour voir ce que c'est qu'un atelier philo. Ça en donne, je dirais, évidemment, quelques notions, mais je dirais qu'il y a d'autres films qui existent, qui sont meilleurs si on veut les utiliser comme des outils pédagogiques pour animer un atelier philo. Par contre, le cercle des petits philosophes, il est merveilleux parce que on est extrêmement ému par la vie de ces enfants, par leurs angoisses, leurs difficultés, mais aussi leurs joies et la manière dont on les voit progresser au fil de l'année grâce à ces ateliers notamment. Ouais, moi, je recommande vivement ce film, il est très bien. Et donc, oui, l'association Sève, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que vous faites précisément au sein de cette association? Alors, l'association Sève, en fait, elle part du principe que on a besoin d'améliorer le vivre ensemble. D'ailleurs, Sève, c'est Martine Roussel-Adam, ma cofondatrice, qui a trouvé le nom que je trouve merveilleux. C'est à la fois la sève de l'arbre qui permet à l'arbre de grandir, donc c'est la sève de l'enfant qui lui permet de grandir, et en même temps, c'est l'acronyme de savoir-être et vivre ensemble. Donc, Sève, c'est pour améliorer le savoir-être des enfants et la qualité du vivre ensemble dans la société. Donc, on aide les enfants à être mieux et à mieux vivre ensemble. Et pour ça, les trois piliers de Sève, c'est d'une part la pratique de l'attention, qui permet à l'enfant effectivement d'être plus attentif, mais ça dépasse largement de l'atelier philo, comme j'expliquais tout à l'heure. L'enfant, lorsqu'il apprend à méditer, et au début, au bout de 10 secondes, il n'en peut plus, il ouvre les yeux, etc. Mais à la fin de l'année scolaire, il peut méditer 10 minutes. C'est-à-dire qu'il apprend à rentrer en lui-même. Il apprend à faire silence en lui-même. Il apprend à être bien là, ici et maintenant, sans être sans arrêt sollicité par 1000 pensées. Alors, il l'est, mais progressivement, il apprend à canaliser ses pensées, à les lâcher, à les laisser passer, et du coup, ça l'apaise. Donc, ça a évidemment un impact très important sur sa qualité de vie. On sait combien les enfants sont agités, combien ils sont nerveux, combien ils sont sollicités par tous les réseaux sociaux, etc. Donc, ils sont tout le temps en train de penser à quelque chose, d'où le surmenage de beaucoup d'enfants, les problèmes de sommeil, enfin, on connaît tous ces problèmes-là. Et donc, du coup, la pratique de la méditation telle qu'elle est pratiquée comme ça permet vraiment aux enfants d'aller mieux, tout simplement. D'aller mieux dans leur vie, de s'apaiser, de calmer leurs émotions, de mettre de la distance par rapport à leurs émotions, et puis de réfléchir dans des meilleures conditions lorsqu'on fait un atelier philo. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'atelier philo, qui est le plus important, c'est celui qui permet de développer à la fois une capacité de penser par soi-même, puisque beaucoup d'enfants n'osent pas développer une pensée personnelle. Le cadre scolaire que toi et moi, on connaît bien et dont c'est les limites, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'éducation, c'est qu'on sent qu'il faut quelque chose d'autre à côté, parce qu'on voit bien, ou en tout cas le faire évoluer aussi de l'intérieur, il faut les deux, parce qu'on voit bien que simplement apprendre des connaissances, est un vase réceptif, il y a beaucoup d'enfants à qui ça convient pas. Ça a une limite. On peut recevoir plusieurs heures par jour, mais on peut pas recevoir 6-7 heures par jour. On n'en peut plus. On a besoin d'être actif, on a besoin d'être créatif. Et donc, le fait de recevoir en permanence de la connaissance, beaucoup d'enfants ne tiennent pas dans ce cadre-là. Et puis d'autre part, ça n'aide pas à développer un esprit critique, ça n'aide pas à développer une pensée personnelle. Et donc, les enfants sont très déstabilisés au départ avec l'atelier philo, puisqu'on dit, je sais pas, prenons la question, je dis n'importe quoi, c'est quoi réussir sa vie? Eh bien, les enfants vont vous dire, mais vous en pensez quoi? Et on dit, mais moi, je n'en pense rien. Ce qui m'intéresse, c'est ta pensée à toi. Et là, ils sont très surpris. Ils disent, ah bon, donc c'est moi, qu'est-ce que je pense de cette question, ou la vie a-t-elle un sens? C'est une grande question. Et on s'aperçoit que les enfants qui, au départ, osent peu dire les choses, très vite, ils se disent, mais c'est merveilleux, voilà un espace au sein de l'école dans lequel je peux dire ce que je pense et pas simplement répéter ce que j'ai appris. Or, face aux professeurs, ils apprennent et ils répètent ce qu'ils ont appris. Et ils sont notés en fonction de la conformité de ce qu'ils ont appris avec ce qu'ils répètent. Et d'un coup, ils sont pas notés.
toutes les idées sont bonnes à dire, à recevoir, et puis après, on n'est pas dans le jugement, mais on peut par contre critiquer certaines idées et ne pas être d'accord avec ce qui est dit. Et donc, c'est toute une évolution du rapport que l'enfant a avec la connaissance. C'est que c'est pas simplement, il s'agit pas d'apprendre par cœur un tas de choses qu'il faut redire, il s'agit de laisser émerger une pensée personnelle et de voir l'impact qu'elle a auprès des autres. Et on s'aperçoit que cette pensée peut être reçue par les autres diversement. Certains vont être d'accord, d'autres vont pas être d'accord, et du coup, on va soi-même se réinterroger. Puisque lorsque je dis quelque chose et que quelqu'un n'est pas d'accord, je me réinterroge, je me dis est-ce que j'ai raison? Pourquoi? Et si j'ai raison, je pense avoir raison, je vais développer un argument. Et si mon argument n'est pas très convaincant et que les autres vont développer des arguments qui peuvent être beaucoup plus convaincants, je vais peut-être changer d'idée. Et moi, une des choses qui me touche le plus dans les ateliers philo, c'est quand des enfants arrivent à convaincre les autres avec un argument très fort. Et on voit toute la classe, souvent, qui est en train qui bascule, alors qu'il y a souvent des consensus, parce qu'il y a deux élèves qui ont des idées assez fortes, et puis d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a un argument qui fait tout basculer, ou qui amène à aller plus loin, ou qui déstabilise. Et la philosophie, c'est fait pour ça. C'est fait pour nous déstabiliser, c'est fait pour nous faire quitter nos certitudes, nos a priori, nos préjugés. Et donc, cet exercice de la pensée permet à la fois aux enfants de découvrir qu'ils ont des pensées personnelles et qu'ils peuvent les exprimer et que ça nous intéresse. Le fondateur des ateliers philo avec les enfants, Matthew Lipman, cet éducateur américain, dans la fin des années 60, quand il a développé ça, il a eu cette intuition très profonde de dire au fond, à travers l'atelier philo, l'enfant a le sentiment d'être reconnu comme un interlocuteur valable. J'aime énormément cette formule, qui te parle aussi, parce qu'elle nous parle tous. Parce que d'un coup, ce qu'on pense, ça intéresse les autres. Et pas simplement ce qu'on répète. Et donc, ça donne confiance à l'enfant. Donc, un des premiers, je dirais, effets positifs de l'atelier de philosophie, c'est de donner confiance aux enfants. Ils ont confiance en eux-mêmes, ils développent une confiance en eux-mêmes parce qu'ils découvrent que ce qu'ils pensent intéresse les autres. C'est quelque chose que tout le monde écoute. Voilà. Et c'est quelque chose qui leur est personnel, tout le monde les écoute. Et puis, deuxième avantage des ateliers philo, qui est très important, c'est le développement effectivement d'une pensée critique, c'est-à-dire la capacité de se dire, mais au fond, je dis ça parce que je l'ai appris, je le répète, mais puis les autres me disent non, c'est pas juste, pourquoi, etc. Et du coup, on s'aperçoit qu'on gobe un tas de choses dans notre milieu familial, social, etc., et qui sont pas forcément vraies. Et donc, on apprend à mettre de la distance. Et donc, l'atelier philo est essentiel, et le développement de la philosophie avec les enfants est essentiel pour lutter contre toutes les idéologies, les radicalisations religieuses, tout ce qui peut, dans les milieux dans lesquels évoluent les enfants, les conditionner de manière forte dans des erreurs, dans des opinions, dans des croyances, et qui ne sont pas forcément vraies, ou en tout cas qui n'épanouissent pas forcément l'enfant, avec lequel il n'est pas forcément d'accord, mais il ne saura pas l'exprimer. Alors que là, on lui apprend à remettre en question les choses. Hein, c'est un peu la méthode cartésienne, là, le doute systématique qui fait qu'on remet tout à plat et on discute avec les autres. Et c'est pas un adulte qui vient vous dire non, tu as tort, voilà ce qu'il faut penser. Ce sont les enfants entre eux qui s'apportent des arguments pour essayer de se faire bouger et d'arriver à penser mieux ensemble. Et puis le troisième point, c'est la capacité d'écouter les autres. Et là, je suis vraiment émerveillé de voir comme les enfants, au cours d'une année scolaire, si on fait régulièrement des ateliers philo, ils apprennent à s'écouter de plus en plus. Ils sont de plus en plus capables, alors qu'au départ, ils coupent les autres, ils n'écoutent pas. Et là, ils s'aperçoivent que ce que dit l'autre est intéressant. Ça me fait réfléchir, ça me fait évoluer. Je pense autrement grâce à lui. Et donc, ça développe un respect de l'autre et une capacité de se rendre compte que finalement, on pense mieux ensemble. C'est la réflexion d'ailleurs à la fin du cercle des petits philosophes d'une petite fille de 10 ans qui dit ce que j'ai découvert cette année, c'est qu'on pense mieux ensemble. Et donc, cette capacité d'écouter les autres, ça a été d'ailleurs démontré par des études scientifiques sur des écoles qui ont fait pendant des années des ateliers philo. Et un des plus gros changements que ça apporte par rapport aux classes qui n'ont pas fait d'ateliers philo, c'est la capacité d'écoute des enfants augmente considérablement. Ce qui n'est pas rien. Parce que je pense que quand on vit en société, savoir écouter l'autre, c'est essentiel. Et quand on regarde des débats d'intellectuels à la télévision où ils se coupent tout le temps, ils ne s'écoutent jamais, on se dit quel dommage qu'ils n'aient pas fait des ateliers philo quand ils étaient dans l'école primaire. Ça leur aurait fait beaucoup de bien. Et puis, pour être très synthétique et terminer pour répondre à ta question, le troisième point, c'est qu'on développe à Sèvres, c'est la relation bienveillante à l'enfant.
parce qu'une des choses qui m'a frappé, qui m'a choqué, quand j'ai fait des ateliers philo dans différentes classes de la francophonie, j'ai parfois vu des maîtres ou des maîtresses, heureusement c'est pas la majorité, hein, mais ça arrive parfois, qui ont une relation brutale à l'enfant, coupant la parole brutalement, tais-toi, c'est pas comme ça, etc. Et je vois que les enfants se ferment. Dès qu'on fait un atelier philo et puis qu'on commence à les brutaliser, ils se ferment tout de suite. Et donc, pour que l'atelier philo fonctionne bien, il faut qu'il y ait une très grande qualité de relation à l'enfant. Il faut justement, pour qu'il puisse dire ce qu'il pense, il faut qu'il soit en confiance. Pour qu'il soit en confiance, il faut qu'il se sente respecté et écouté. Et donc là, on forme aussi les animateurs, dont certains sont des enseignants et d'autres non, mais qui vont ensuite faire des animations d'ateliers philo dans les écoles ou dans des médiathèques, etc. Il y a plein de lieux dans lesquels on peut faire des ateliers philo. On les forme aussi à cette qualité de relation à l'enfant, de manière à ce qu'ils connaissent, je dirais, le fonctionnement de l'enfant, de son cerveau. D'ailleurs, on a des gens comme Catherine Guéguen qui nous suit de très près, qui fait des formations pour nous et tout, qui nous forme sur la connaissance effectivement des sciences cognitives, qui permet de connaître le fonctionnement du cerveau de l'enfant, et puis des psychologues qui nous apprennent à comprendre la qualité de relation qu'on doit avoir avec l'enfant pour le mettre en confiance et l'aider à donner le meilleur de lui-même. Donc voilà, le trépied de Sèvres, c'est philo, méditation et relation bienveillante à l'enfant. Quelle merveilleuse démarche. On en a tellement, tellement besoin. J'ai parlé longuement, mais c'était pour répondre à ta question sur les 3 piliers de Sèvres. Et donc, je termine, on fait un parcours qui est sur plusieurs week-ends, avec entre chaque week-end des pratiques qui permettent aux gens de faire des pratiques, des stages dans les écoles, etc. Et dans lequel, au terme de ce parcours, on est censé pouvoir faire un atelier de philosophie de méditation avec les enfants. Ce parcours s'accompagne aussi de toute une série de lectures à faire, d'outils pédagogiques, etc. Donc voilà ce qu'est le parcours Sèvres. Et puis après, on s'adapte. Et il y a souvent des écoles, des établissements scolaires qui nous demandent des formations spécifiques. Donc on propose toute une série de formations spécifiques répondant aux différents besoins des écoles qui nous sollicitent, ou des collectivités locales. Par exemple, on a la mairie de Nice qui nous a demandé de faire des ateliers dans toutes les classes de CM1 après les attentats. On a des mairies comme celle de Montreuil, de Trappes, etc., qui nous demandent d'intervenir dans les écoles. Donc, on essaie de répondre aussi aux besoins spécifiques des collectivités locales pour développer de plus en plus ces ateliers, parce que, encore une fois, on est convaincu que plus il y aura... Ça a l'air de bugger un petit peu. Est-ce que... écoute, on va essayer de continuer... Ce que je disais, c'est déjà, je te remercie parce que c'est vraiment une très belle initiative que tu as mis en place. On en a vraiment besoin. Faut rappeler aussi qu'on est vraiment beaucoup quand même à agir et j'ai l'impression qu'on le sait pas forcément. On est quand même des milliers de personnes, chacun avec nos énergies, avec nos talents, avec nos compétences, à essayer de faire justement avancer les choses dans le monde de l'éducation. Non pas que ça n'avance pas, parce que ça avance, mais ça avance assez lentement et on a besoin, à mon sens, que ça avance beaucoup plus rapidement. Donc merci pour cette belle initiative que tu as mis en place et puis qui prend de l'ampleur, d'après ce que je comprends. Les gens qui se forment en atelier philo et méditation, c'est des personnes qui viennent de tout horizon. C'est pas que des enseignants, tout le monde peut se former au final. Tout à fait. Il y a pas mal d'enseignants. Je pense qu'un bon tiers des gens sont des enseignants. Et puis les autres, ce sont des gens, effectivement, qui ont envie d'aller faire ce travail dans les écoles. Alors, il y a certains qui font que ça. On a quelques personnes, on a beaucoup de demandes, ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont très habituées à le faire et qui vont se consacrer à faire que ça. Et puis pour beaucoup d'autres qui sont bénévoles ou qui sont rémunérés assez faiblement, c'est pas, si on veut faire fortune, il faut pas animer des ateliers philo, mais enfin, disons qu'il y a pas mal de personnes qui vont en faire ponctuellement et qui vont régulièrement suivre une école, par exemple, et en faire toutes les semaines ou tous les 15 jours, parce que les enseignants ne se sentent pas aptes à le faire et préfèrent que ce soit quelqu'un de formé qui vienne dans l'école. Ce qui a aussi des avantages, puisque du coup, l'enfant a un rapport différent avec un intervenant extérieur. Donc, je crois que c'est intéressant aussi de temps en temps de faire les deux formules, d'ailleurs la formule avec l'enseignant et la formule aussi avec un intervenant extérieur, qui permet peut-être à l'enfant de dire des choses qu'il n'oserait pas dire si c'était la maîtresse ou le maître qui fait l'atelier philo, puisque la posture, le changement de posture n'est pas si facile pour l'enseignant. Passer de celui qui transmet, qui enseigne, à celui qui est au milieu du cercle et qui fait simplement circuler la parole, encore une fois, sans noter, sans juger.
Donc, c'est pas très facile pour l'enseignant de se convertir dans cette nouvelle posture. Et puis, pour les enfants, finalement, il faut qu'il arrive aussi à bien dire aujourd'hui, on fait un atelier philo, et donc je vais pas être noté, quoi. Je vais pas être jugé, je peux dire ce que je pense, peu importe si j'ai une connerie, c'est pas grave. Moi, je dis ce que je pense. Donc, effectivement, on a les deux cas de figure. Et puis, il y a des gens de tous âges. On a des gens qui sont assez jeunes, qui ont entre 25 et 30 ans, qui ont fait souvent des études de philo, puis qui ont envie de pratiquer la philosophie avec les enfants. Et puis, on a des retraités, des jeunes retraités, qui ont envie de consacrer du temps à faire ça. On a beaucoup de gens qui sont dans le secteur éducatif, à la fois en général. Il y a des gens qui sont des éducateurs dans tous les domaines, qui ont envie de se former à ça. Ça peut être un instrument, en fait, qu'on peut utiliser dans plein de situations. Tu sais que je rêve d'une école de la vie. Ah, mais ça, non. Ça, je te l'ai déjà dit, je trouve que l'école de la vie, c'est merveilleux, puisqu'on apprend à vivre. Avant tout, avant d'apprendre les maths et la physique et la chimie, il faut apprendre à vivre. Mais c'est clair. Si on était en train d'imaginer ensemble ce que pourrait être justement une école idéale, donc pour moi, c'est l'école de la vie. Pour toi, ça serait quoi une école idéale? Alors, si on parle d'un lieu, effectivement, où les enfants vont toute la journée pour apprendre, je pense que dans l'école idéale, déjà, il y a pas trop de monde par classe. C'est très important, effectivement, de limiter le nombre. On le sait très bien qu'il faut pouvoir suivre bien chaque enfant et le connaître un peu et qu'il ait du temps, qu'on ait du temps pour lui. Et puis, je pense que c'est une école, pour être très générale et pas rentrer dans le détail, c'est une école fondée sur la motivation et le désir. Tu sais que je suis un grand disciple de Spinoza, qui est mon philosophe préféré, et qui nous dit que tout est question de désir. En fait, on ne progresse que grâce au désir. Et si un enfant n'a pas le désir d'apprendre, il apprendra mal. Et donc, comment faire pour s'adapter, je dirais, aux enfants, c'est-à-dire à leurs capacités qui sont pas les mêmes, à leur intelligence qui sont pas les mêmes. Et donc, ça demande beaucoup de souplesse pour être capable de voir que tel enfant, il apprend de telle manière, tel autre, il apprend plutôt de telle autre manière. Alors, en même temps, on peut faire des regroupements, mais en étant attentif à la manière dont chaque enfant apprend. Et on sait que de manière générale, il faut motiver les enfants et que la motivation est essentielle dans l'apprentissage. Et donc, c'est vrai qu'il y a des manières d'apprendre qui sont ludiques. Il y a des manières d'apprendre qui fait qu'on a envie d'apprendre. Ça devient presque un jeu. Et on peut apprendre les mathématiques de manière très ludique. Et on peut apprendre toutes les disciplines de manière très ludique. Moi, j'ai vu dans ma scolarité où globalement j'ai souffert, il y a eu quelques professeurs qui étaient quand même bien meilleurs parce qu'ils savaient nous intéresser. J'ai eu des professeurs de français qui nous faisaient faire des lectures de livres qui étaient passionnants, qui nous apprenaient à parler en public. Enfin, on peut vraiment apprendre de manière créative. Et là aussi, tu parles, je sais que c'est très important pour toi, la création, la créativité. C'est très important de développer la créativité des enfants, puisque nous sommes les créateurs de notre propre vie. Et que autant, je pense qu'il est important de se connaître et donc d'aller à la découverte de soi, d'aller à la découverte de notre caractère, de notre personnalité, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut ajouter à la découverte la création. Et on se crée par les choix qu'on fait, par l'action qu'on a. Il faut être actif. Et c'est à travers notre créativité qu'on va s'épanouir. Et donc apprendre aux enfants à la fois à se connaître et à être créatif. Et selon un mode créatif qui est différent selon chaque enfant. Donc il faut qu'il y ait évidemment dans la scolarité, il ne faut pas qu'il y ait que des matières intellectuelles. On peut apprendre de manière intelligente et ludique les matières intellectuelles, mais il faut avoir aussi des matières qui développent la créativité de l'enfant à travers les objets, le jeu, la construction de choses, à travers la musique, à travers l'art de manière générale. Et donc, et puis tenir compte du corps, autre chose très importante. Moi, j'ai beaucoup souffert aussi d'une scolarité entièrement cérébrale. Alors qu'on sait que dans plein de pays, en Allemagne et ailleurs, ils font du sport tous les jours et que le sport a une place très importante, le soin du corps. Et donc, je rajouterais dans le corps la méditation, c'est-à-dire le lien entre le corps, le yoga et la méditation. D'ailleurs, les deux sont, parce que le yoga est des fois plus dynamique et plus tonique pour les enfants. Il s'adapte mieux à certains âges, mais il est très complémentaire de la méditation. Donc, qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. Donc, faire des disciplines physiques, des disciplines intellectuelles et des disciplines qui font un lien entre le corps et l'esprit. Le tout dans une joie et une bonne ambiance, parce que on a vraiment besoin aussi de se sentir bien dans un cadre scolaire, d'où l'environnement.
la classe, à quoi elle ressemble, le décor. Et ça, je dois reconnaître que beaucoup d'enseignants font attention à ça. J'ai été frappé quand j'ai fait tous mes ateliers, un peu, j'ai visité 18 classes différentes. Et dans la majorité des classes, vraiment, l'enseignant était très attentif à ce qu'il y ait des jolis dessins d'enfants partout, enfin, qu'il y avait des couleurs, qu'il y avait une ambiance. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas facile d'être enseignant parce qu'ils ont un programme scolaire qui est lourd, ils ont beaucoup de contraintes, mais je trouve que beaucoup d'enseignants font des efforts super pour intéresser les enfants, faire des choses plus ludiques, qu'il y ait un beau cadre et prendre soin d'eux alors qu'ils sont souvent trop nombreux dans les classes et ça, ils y peuvent rien, les enseignants. Donc, je tire quand même mon chapeau aux enseignants pour le boulot qu'ils font dans un contexte qui n'est pas facile du tout. Et la réforme, elle doit venir évidemment de beaucoup de choses. Et si on peut faire des écoles alternatives qui proposent évidemment un enseignement qui est beaucoup plus adapté à tout ce qu'on vient de dire, tant mieux. Mais il faut aussi faire évoluer l'école publique parce que c'est là que vont l'essentiel des enfants. Tout le monde ne peut pas se payer une école alternative et donc c'est très important de pouvoir faire évoluer aussi l'école publique et je sais que beaucoup d'enseignants essaient de le faire. Oui, complètement. Je te rejoins à 100%. Il faut vraiment les remercier. Moi, je dis très souvent, c'est un peu comme dans Vie ma vie. Tu sais, il faudrait qu'une personne remplace un enseignant pendant un mois pour voir ce que c'est d'être enseignant. Et oui, franchement, chapeau bas, quoi. Moi, je pense que on en avait parlé lors de l'interview du magazine dans lequel tu es présente, c'est une innovation en éducation. On l'avait évoqué. Et moi, je pense que si on se concentre uniquement sur les enfants et qu'on oublie les enseignants et les parents, j'ai l'impression qu'on passe à côté de quelque chose. Donc, je pense qu'il faudrait aussi, alors je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais je pense qu'il y a déjà des acteurs qui essayent l'équivalent d'un centre de formation pour les parents, pour les accompagner dans leur rôle de parents. Et puis, il y a un centre de formation peut-être pour les enseignants aussi, pour les driver un peu sur tous ces outils qui existent en dehors du système. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah bien sûr. Alors, les enseignants, je vais commencer par eux, et puis je parlerai des parents après. Les enseignants, c'est bien évident que ils ont besoin en permanence d'outils nouveaux, mais ils ont peu le temps. Et on voit très bien ils ont un peu de formation continue, mais c'est pas beaucoup. Et c'est très difficile de trouver pour eux le temps d'aller se former. Alors certains le font, ça dépend de la motivation de chacun. Et on voit bien qu'effectivement, il faudrait certainement aménager des plages de temps pour qu'ils puissent collectivement avoir plus systématiquement accès à des formations complémentaires, à des nouvelles méthodes d'apprentissage, etc. Les parents, c'est évidemment, c'est très juste qu'il faut éduquer les parents comme on éduque les enfants. Et si ils reçoivent une super éducation à l'école et puis qu'ils rentrent et puis que c'est tout l'inverse à la famille, si on leur dit dans les ateliers philo, bah faut apprendre à argumenter, et puis que leurs parents leur dit fais ci et c'est comme ça, et puis je te dis, et puis il y a pas de raison, et puis bon, évidemment, c'est d'ailleurs petite parenthèse, j'ai eu beaucoup de retours de parents d'ateliers philo et parce que ça m'intéressait et donc souvent j'ai demandé à rencontrer les parents et chaque fois que j'ai pu le faire j'ai quand même eu des retours très positifs, c'est-à-dire que les parents sont déstabilisés dans un premier temps puisqu'ils disent mais notre enfant n'arrête pas de nous poser des questions, mais pourquoi si tu me demandes de faire ça, mais donne-moi des raisons valables. Et donc finalement l'atelier philo développe l'esprit critique de l'enfant qui remet en cause ce qu'on lui dit de faire à la maison, mais les parents très souvent l'apprécient. Et ils disent, mais c'est formidable parce que du coup, on a des discussions, mais incroyablement passionnantes avec nos enfants. On découvre leur sagesse, on découvre leur intelligence, enfin des choses qu'ils n'osaient pas dire. Et là, on s'aperçoit que les ateliers philo permettent de faire évoluer, je dirais, la relation, la qualité de relation que les parents peuvent avoir avec les enfants. Et la plupart du temps, ils s'en réjouissent. Hein. J'ai pas eu de plainte. Mais c'est sûr, c'est déstabilisant. Et du coup, il y a des parents qui nous ont demandé à faire aussi des ateliers philo. Et donc, c'est très intéressant d'essayer de faire à la fin des ateliers philo un atelier avec les parents, que les parents fassent un atelier entre eux avec les enfants derrière, et puis que les enfants puissent faire un atelier avec les parents derrière. C'est qu'ils voient, qu'ils assistent mutuellement à l'atelier l'un l'autre. Ou alors on peut les mélanger. Mais il faut pas que les adultes prennent tout le temps la parole. Donc, faut faire attention. Donc, en fait, c'est vrai que les parents ont besoin d'être accompagnés et qu'aujourd'hui, ben, il n'y a pas beaucoup de lieux ou d'outils. Ou je ne sais pas si toi, tu en fais des accompagnements de parents. Et je serais bien curieux de savoir comment tu le fais. Non, on n'en fait pas. On n'en fait pas, mais Ouais, je pense que... il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, ou une application ou quelque chose ou un lieu qui aide les parents à effectivement développer aussi des qualités pédagogiques pour accompagner leurs enfants. C'est clair, ouais. Bah, nous, on a créé
un jeu de cartes. On a créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous? D'ailleurs, que je t'ai envoyé. J'ai appris que tu l'avais reçu, mais j'imagine que tu n'as pas eu le temps de l'essayer. Non, je pas eu le temps. Justement, en fait, ce jeu amène à mieux se connaître et à mieux connaître les gens avec qui on joue. Ça peut être une idée, mais je pense qu'il y a quand même plein d'idées. Je sais qu'il y a une notion, justement, tiens, ça me fait rebondir. Je sais qu'il y a une notion pour toi qui est très importante, c'est cette notion du bonheur. En tout cas, c'est un sujet qui te passionne. Et je pense que justement, c'est important d'amener les enfants le plus tôt possible, justement, à tendre vers le bonheur, parce que j'ai vraiment le sentiment que ça s'apprend. J'ai envie de te poser une question, Frédéric. C'est quoi le bonheur pour toi? Écoute, pour répondre très simplement, je dirais, c'est tout simplement d'apprendre à aimer la vie. Et plus on aime la vie, plus on est heureux. Mais aimer la vie, c'est pas si simple parce que on est toujours dans un amour conditionnel de la vie. C'est-à-dire, au fond, on aime la vie quand tout va bien. Et puis dès qu'il y a une difficulté, un obstacle, on n'aime plus la vie, on est en colère, on est triste. Et du coup, on perd entre guillemets notre bonheur. C'est-à-dire que le bonheur, pour nous, spontanément, il est lié à simplement j'aime la vie quand tout va bien. Et si on veut vraiment être heureux de manière plus durable et plus globale, il faut apprendre à aimer la vie tout court. C'est-à-dire quand ça va bien, quand ça va moins bien. Et c'est ça l'apprentissage du bonheur pour moi. Parce que apprendre à être heureux quand tout va bien, il n'y a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Qu'on a du plaisir, tout va bien. Et puis si le plaisir s'en va, si on est contrarié, si on est malade, si on a un deuil, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc là où le bonheur s'apprend, c'est tout simplement d'apprendre à vivre avec les hauts et les bas de la vie. Et donc, on en revient à toute la sagesse de l'Antiquité, c'est-à-dire apprendre à dire oui à la vie, l'acceptation, le lâcher-prise, le consentement à la vie. Et pour ça, évidemment, il y a beaucoup de choses à découvrir en soi, c'est-à-dire des ressources intérieures qu'on peut développer pour essayer d'être capable de faire face aux difficultés de la vie. Et donc, le bonheur a un lien avec la résilience, c'est-à-dire la capacité de rebondir à travers les obstacles et d'utiliser nos faiblesses, nos fragilités pour grandir davantage. Le bonheur à avoir avec la gratitude, c'est-à-dire la capacité à dire merci à la vie, non seulement quand tout va bien, ça nous aide beaucoup de le faire, mais aussi quand ça va mal, puisque on peut se dire, cette épreuve, cette difficulté va peut-être m'aider à découvrir quelque chose, à grandir. Or, on a plutôt tendance à se plaindre. La plupart du temps, on est toujours en train, surtout en France, je sais que c'est quand même notre spécialité, notre sport national où on est champion du monde, c'est de la plainte. Et toujours, tout va mal et on voit toujours le côté négatif, le verre à moitié plein. Alors que le fait d'avoir un regard plus positif, plus constructif, qui n'enlève pas la lucidité, qui n'enlève pas le désir d'améliorer les choses, mais d'essayer de voir ce qui va bien aussi, d'essayer de trouver, même à travers les difficultés, des opportunités. Je le dis souvent, mais c'est quelque chose de très éclairant. Pour les Chinois, le mot crise, c'est deux idéogrammes, l'un qui veut dire danger, l'autre opportunité. Et donc, savoir voir dans toutes les crises personnelles et collectives des opportunités qui peuvent nous permettre de changer quelque chose qui ne va pas, qui peuvent nous permettre de grandir. D'ailleurs, l'étymologie du mot crise en grec, crisis, ça veut dire ça doit changer. Il faut changer quelque chose, il faut faire des choix. Et donc, finalement, quand on est en crise, il faut changer quelque chose. Et on voit très bien que notre monde d'aujourd'hui, il est en crise parce qu'il y a plein de choses qu'il faut changer. Il faut changer plein de choses dans notre manière de vivre, dans le système, etc. Et puis, quand on est en crise individuelle, qu'on a une maladie, qu'on est malheureux, eh bien, c'est quelque chose à changer à l'intérieur de nous aussi. Très souvent, il faut changer notre regard sur quelque chose. Et donc, finalement, apprendre à être heureux, c'est apprendre à vivre mieux. C'est développer le plus de lucidité et d'intelligence possible pour orienter son esprit afin d'être le plus en paix, en harmonie et en joie possible. Et donc, c'est un travail d'une vie, parce que c'est toutes nos expériences qui nous apprennent. C'est pour ça que l'école de la vie, on y revient. Voilà, la vie est une école. La vie est une école merveilleuse, mais il faut apprendre à accompagner par notre esprit le mouvement permanent de la vie pour être le plus en paix possible. Donc moi, je différerais le bonheur à travers deux incarnations concrètes, la sérénité et la joie. Parce que je pense que ce qui nous rend heureux, c'est d'être serein et d'être dans la joie. Et après, évidemment, la joie et la sérénité viennent de plein de choses, viennent de l'amour, viennent de la réussite dans notre travail, viennent de plein de choses qui sont des éléments essentiels de nos vies. Mais ce qu'on recherche, je pense, par-dessus tout, c'est la paix intérieure, la paix avec les autres et la joie. Et la joie, comme le dit Robert Misrahi, c'est le suprême désirable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de plus que la joie? Rien. Il n'y a rien au-dessus de la joie. Et l'amour, qui est pour moi la valeur suprême
de la vie, eh bien, l'amour nous met dans les joies les plus grandes. Ben voilà des notions justement qu'on peut apprendre le plus tôt possible à nos enfants. En tout cas, semer des graines dans ce sens-là. Moi, je parle beaucoup justement de semer des graines, mais je suis convaincu que tout ça, on peut vraiment le faire dès le départ, en fait, hein, dès notre cursus scolaire. Mais évidemment, ça passe aussi par les parents. Il n'y a pas que les enseignants et que l'école. En tant qu'accompagnant, ça concerne une multitude de personnes. Et globalement, il y a l'école et les enfants et toutes les personnes qui gravitent autour. Et un peu pour finir, moi, je pense qu'on a une vraie responsabilité citoyenne de prendre soin de soi avant de vouloir prendre soin des autres. Et il faudrait que vraiment chaque citoyen, en tout cas ceux qui nous écoutent ce soir, et si ça peut se propager, que chacun conscientise vraiment ça et qu'il mette en place ce premier petit pas, ces premières actions pour vraiment prendre soin de lui, parce qu'on a vraiment intérêt à être bien dans notre corps, bien dans notre tête pour inspirer les gens autour de nous, et encore plus un rôle d'accompagnant. Tout à fait. Et il y a deux dimensions qu'il faut pas séparer. Très souvent, on entend des gens dire ce qui compte, c'est de transformer les institutions. C'est-à-dire, c'est un combat politique pour réformer, améliorer la justice sociale, etc. Et tout le travail individuel ne sert à rien. Puis il y a d'autres qui disent non, il y a que le travail individuel, il faut se transformer soi-même et le monde changera parce que les individus seront transformés et du coup on s'implique pas dans la société. Et ben je pense que les deux sont nécessaires et qu'il faut pas être dans cet esprit manichéen. En fait, on a besoin à la fois de réformer en permanence les institutions et de les faire évoluer pour qu'elles soient meilleures et améliorer la justice, etc., le droit des femmes. Il y a tellement de choses encore à améliorer. Il faut se battre pour ça. Il faut se battre dans la cité. Donc, il faut un combat aussi qui soit un combat politique. Et puis, en même temps, il faut faire un travail sur soi. Parce que ça ne sert à rien de mener tous ces combats-là si soi-même, on est effectivement, on pratique l'injustice. À quoi ça sert de se battre pour la justice si soi-même, on n'est pas juste avec soi-même, avec les autres? Et donc, il y a tout un travail à faire pour transformer l'individu. Et c'est vrai que plus les individus seront conscients, plus les individus seront justes, plus les individus seront courageux, plus les individus seront heureux, mieux le monde ira. C'est une évidence. Mais il faut en même temps se battre pour que les structures évoluent. Et donc, n'opposons pas les deux. Et c'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs, hein, parce que toute une partie de mes ouvrages sont des ouvrages sur la transformation de l'individu. C'est d'ailleurs des ouvrages, on peut dire, de philosophie existentielle et de spiritualité pour grandir en humanité. Et puis, beaucoup d'ouvrages sont consacrés à la société, aux grands défis du monde d'aujourd'hui, comme tu l'as rappelé, avec l'écologie et puis tous les autres grands défis qui m'intéressent beaucoup. Et j'essaie toujours, et puis les associations que j'ai fondées ou que je soutiens, qui sont nombreuses, pour essayer d'avoir une action concrète dans la cité. Complètement. Merci pour tout ça, d'ailleurs, Frédéric. Merci. Hein, le temps s'est un peu écoulé. Je sais qu'on a une fenêtre de tir qui est assez courte. Quelle est ton actualité là pour les prochaines semaines ou les prochains mois? Alors, je suis en train de finir mon prochain livre, parce que j'ai toujours un livre en cours. Je suis graphomane et donc j'aime écrire, je m'épanouis dans l'écriture. Donc et puis je sais que les livres peuvent faire du bien aussi. Donc c'est aussi ma manière d'être présent dans la cité. Donc je suis en train de finir un livre qui sortira au mois d'avril. Qui va s'appeler Juste après la fin du monde. Donc tu vois, c'est un conte philosophique qui est un peu le prolongement de L'âme du monde, qui est un conte philosophique que j'ai fait il y a 10 ans. C'est la suite, d'une certaine manière, mais qu'on peut lire complètement indépendamment. Et c'est, après un cataclysme, comment les humains essayent de repartir sur des bases complètement nouvelles. Et lesquelles? Voilà. Donc, et puis, en fait, j'ai arrêté la plupart de mes enfin, pas la plupart, j'ai arrêté depuis 1 an tous mes séminaires, conférences, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment pouvoir un peu. Alors, je mets en ligne régulièrement des vidéos sur ma page Facebook, etc. Et puis, on fait des lives comme celui-là. Et puis, j'ai également décidé alors ça, c'est tout frais, de faire un séminaire sur Internet. J'ai visité. Exactement, sur le thème dont on vient de parler, en fait, comment cultiver la sérénité et la joie, qui sont pour moi les deux choses les plus importantes, les deux incarnations, je dirais, du bonheur. Et donc, c'est un séminaire, on pourrait dire, de formation à la vie intérieure, puisqu'il y a plein de gens qui font des formations. Voilà, moi, je voudrais apprendre à former à la vie intérieure pour être de plus en plus serein et dans la joie. Et donc, je fais ce séminaire qui aura lieu le dimanche 7 mars. S'il y en a que ça intéresse, il suffit d'aller sur mon site internet ou sur ma page Facebook pour trouver toutes les infos. Super. Merci beaucoup, Frédéric, pour cet échange. C'était une fois de plus très enrichissant. Et j'ai appris une chose, c'est que tu sais que L'âme du monde, c'est un des premiers bouquins que j'ai lu de toi. Donc, il y a plus
rien. Et j'ai vraiment apprécié et je le recommande depuis 10 ans autour de moi. Merci, c'est grâce à toi qu'on en a vendu. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton invitation, pour le magazine que tu lances. Je trouve que c'est super de faire un magazine sur l'éducation et de réflexion et avec beaucoup d'exemples concrets. Donc, je lui souhaite une longue et bonne vie. Merci beaucoup, Frédéric. Passe une bonne soirée. À très vite. J'en profite pour souhaiter à tous ceux que je ne connais pas et à qui j'ai pas été en lien, qui nous écoutent ou qui nous écouteront en replay, leur souhaiter vraiment une belle année malgré tout, parce qu'on sait que ça peut pas être pire, je pense, je l'espère, que 2020. Mais en tout cas, je leur souhaite vraiment à vous tous de trouver, à travers les difficultés, des opportunités pour essayer de découvrir peut-être quelque chose que vous n'auriez pas découvert s'il n'y avait pas eu cette crise. Et puis en tout cas, d'avoir du courage, d'avoir de la générosité, d'apprendre à partager toujours davantage, parce que c'est aussi ce que nous apprennent les crises, c'est qu'on a besoin des autres. Et donc voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2021. Mille merci, Frédéric. Merci, Julien. Merci à tous. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.